Bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter aujourd'hui la cybersécurité d'un domaine sensible, en l'occurrence le domaine des devices médicaux. Et on va vous montrer comment faire de la sécurité un avantage et un pilier pour votre succès. Rapidement, l'agenda de cette présentation. Donc, on va déjà essayer de démystifier une fausse idée que la sécurité est compliquée. On va vous montrer comment faire de la sécurité un pilier pour votre organisation. Et puis, on ira un peu plus dans le détail d'une étude de cas dédiée aux devices médicaux chez un client qu'on a actuellement. Et puis, à la fin, une petite conclusion. Et avant ça, on va se présenter. Donc, pour ma part, je suis Aurélien Astier, je suis responsable du domaine sécurité chez Positive Thinking Company et j'ai 10 ans d'expérience dans ce domaine. Bonjour, moi je suis Jessica Gomez, je suis consultante en sécurité de l'information, cybersécurité et protection des données à caractère personnel depuis plus de 5 ans et je suis aussi titulaire d'une certification ISO 27001 Lead Implementer chez PTC. Merci Jessica. Déjà, une fausse idée. Une fausse idée que la sécurité est compliquée. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est un mythe. La sécurité, c'est pas si compliqué que ça. Finalement, il y a quelques principes à respecter. On va y venir. Il faut avoir une bonne méthode. Et au final, c'est pas infaisable. Ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas non plus facile. C'est un mythe également. On ne peut pas résoudre tous les problèmes en quelques minutes. Il faut se pencher sur la sécurité. Il y a un certain nombre d'actions à prendre, et une méthodologie à suivre, et cela afin d'assurer une bonne sécurité. Et dans tous les cas, c'est un avantage. Comme on le disait, ça va être un pilier. Ça, c'est une réalité. Et on va voir dans les slides qui suivent pourquoi et comment en faire un avantage. Donc, les principes de la sécurité, tout d'abord, quels sont-ils ? Il y a 3 grands principes, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc la confidentialité, c'est le fait d'assurer que vos informations, vos ressources ne sont disponibles, ne sont accessibles que par les personnes qui ont droit. L'intégrité, c'est s'assurer que les ressources que vous avez et les données que vous allez transmettre sont transmises dans leur ensemble, ne sont pas modifiées entre-temps et que vous accédez à la bonne information au final. Et puis la disponibilité, c'est s'assurer que vous pouvez accéder aux différentes ressources, aux différentes informations. Ce qui est important dans ce slide, finalement, c'est la partie droite, c'est le fait que ces 3 principes s'appliquent à l'intégralité de vos biens et vos services, à tous vos biens et tous vos services. On va avoir de la sécurité pour les données, bien évidemment, mais aussi pour les personnes, pour vos services informatiques, pour votre organisation et puis même pour vos services métiers, par exemple. Si on prend l'exemple d'un ransomware, donc un petit outil pour vous demander de l'argent en bloquant vos ordinateurs, et puis qu'on s'attarde sur le principe de la disponibilité, on peut regarder la disponibilité des personnes. Qui est responsable lors de cet incident d'un ransomware? Qui va devoir traiter cet événement-là? Si cette personne n'est pas disponible, est-ce qu'il y a une autre personne pour la remplacer? De la même manière, si on s'attarde sur la disponibilité, mais d'un autre bien, qui est l'information, dans le cas d'un ransomware, est-ce que vos services restent disponibles? Est-ce que vos informations restent disponibles? Est-ce que vous avez bien pensé à comment faire si jamais ils ne le sont plus? Qu'est-ce qui va se passer après? Voici un petit peu les principes qu'on va trouver autour de ces biens et de ces services. Maintenant, comment faire de la sécurité? L'étape 1, finalement, ça va être de se poser la question de où on est et où est-ce qu'on veut aller. Donc, typiquement, on va se dire, j'ai un état actuel de mon entreprise et je veux améliorer la sécurité. Pour cela, on va déjà déterminer quels sont les biens et les services qui sont critiques pour mon entreprise, quelles sont les choses que je veux protéger. On va regarder ces biens et ces services et on va évaluer les menaces et les risques qui pèsent sur ces services. Typiquement, si je prends l'exemple d'un site e-commerce,
Quels peuvent être les risques et les menaces qui pèsent là-dessus? Ça peut potentiellement être le hacking du site ou une modification de la page d'accueil, ou alors encore du vol de finances lorsque un de vos clients va acheter des biens chez vous. Une fois qu'on a évalué ces risques et ces menaces, on va implémenter des mesures de protection, des mesures de sécurité. Donc, si on reprend l'exemple du site e-commerce, on va pouvoir potentiellement faire des tests de sécurité en amont pour s'assurer qu'il n'y ait pas beaucoup de trous, ou enfin, en tout cas le moins possible, et qu'on est bien sécurisé. On va potentiellement appliquer des mesures de sécurité plus élevées pour s'assurer qu'on ne puisse pas vous voler de l'argent, par exemple. Si jamais ça arrive, on va devoir gérer les incidents de sécurité. Donc voilà, je me suis fait voler un certain nombre d'argent ou de biens sur ce site e-commerce. Qu'est-ce que je dois faire? Et enfin, on va terminer ce qu'on appelle le cycle de la sécurité, qui va finalement devenir de l'amélioration continue. On va se dire, OK, aujourd'hui, j'ai sécurisé mon site e-commerce. Demain, qu'est-ce que je veux faire de plus, soit sur ce site, soit sur d'autres actifs de mon entreprise? Pour l'instant, on a vu un petit peu les principes de base de la sécurité et comment faire de la sécurité de façon très high level. Là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est un petit peu comment faire un pilier de votre succès, un avantage concurrentiel pour votre organisation. Donc déjà, un avantage concurrentiel. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que faire de la sécurité peut amener de nouveaux marchés, de nouveaux clients. Et je vais prendre l'exemple des applications de messagerie. On a vu très récemment que l'application WhatsApp, qui a été rachetée par la multinationale Facebook, a changé sa politique de protection des données. Et donc, que la sécurité n'était plus un centre, disons, le centre ou la priorité de l'application WhatsApp. Une nouvelle application a émergé, l'application qui s'appelle Signal, et on a vu une envolée exponentielle des parts de marché de cette application-là qui met la priorité au premier plan. Et donc, ça montre bien qu'on peut être beaucoup plus compétitif et beaucoup plus rentable à partir du moment où on prend la sécurité au cœur. La deuxième chose, sur le côté des marchés, en particulier en Suisse, on a on a pas mal d'industries, dans le pharmaceutique, on a pas mal d'industries sensibles, on va dire, le pharmaceutique, l'horlogerie, le bancaire, et on va le voir ici, le médical. Ces industries, ou en tout cas ces secteurs, ont des besoins et des exigences très élevées en matière de sécurité, et le fait de ne pas prendre la sécurité en compte peut vous interdire l'accès à ces marchés-là et à ces clients-là. Et pour votre entreprise, ça peut être un problème. Et donc, le fait de garder la sécurité, ou en tout cas de prendre en compte la sécurité, va potentiellement vous amener des nouveaux clients aussi sur des nouveaux secteurs. Et puis, de manière générale, ça va améliorer l'image publique de votre entreprise. Je vais prendre l'exemple de Tesla, qui aujourd'hui fait des voitures électriques, mais d'autres font des voitures électriques aussi. Mais ils ont également un outil technologique qui est la conduite autonome, et ce sont eux qui sont les plus en avance sur ce domaine, et ils prennent la sécurité au cœur puisque leur but est d'avoir 0 accident grâce à la conduite autonome. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a beaucoup moins été pris en compte par d'autres acteurs du marché, et pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit qui satisfait les clients et qui augmente les parts de marché de cette entreprise. Le deuxième point, pour les piliers de la sécurité, l'un des piliers de la sécurité va être la pérennisation de votre entreprise. Là, c'est du plus long terme, c'est un peu moins tangible, mais pour le coup, c'est tout aussi réel. La sécurité, en tout cas l'informatique aujourd'hui, ou du moins les organisations, ont tendance à réaliser leur transformation digitale, donc à acquérir ou à transformer des services pour les rendre digitaux. Et cela induit une augmentation des risques à cause de l'augmentation finalement des services et de ce qu'on appelle la surface d'attaque qui est induite par ces services-là.
prendre en compte la sécurité, finalement, va vous permettre d'augmenter ces services-là de façon sereine et surtout d'avoir une stratégie par rapport à ça. De la même manière, cette stratégie va vous permettre de faire face aux menaces. Dans le cas du ransomware dont on parlait tout à l'heure, si vous avez sauvegardé vos données et protégé vos données, et que vous avez une stratégie de continuité de l'activité, vous allez pouvoir faire face et assurer la pérennisation de vos services et à la fin de votre entreprise. Et puis, de manière générale, ça va vous permettre de faire face aux crises. On a vu que le télétravail a induit une multiplication des attaques sur les entreprises. On a vu également que sur les dernières années, les attaques par phishing, donc des mails qui tentent de vous voler des informations ou d'entrer dans votre entreprise, ont explosé. Avoir de la sécurité, avoir de la sensibilisation va permettre d'être plus pérenne et de se protéger par rapport à tout cela. Enfin, le dernier point, encore plus long terme, j'ai envie de dire, la sécurité va permettre de favoriser le développement. On voit aujourd'hui que, par exemple, l'Office 365 de la suite Microsoft n'est presque plus disponible hors de leur service cloud. On voit donc qu'il y a des migrations qui sont nécessaires vers des nouveaux outils, vers la transformation digitale, comme on l'a dit précédemment. Et le fait d'avoir de la sécurité va vous permettre d'être beaucoup mieux préparé à l'utilisation de ces outils. Vous allez pouvoir vous intégrer facilement aux outils cloud et vous allez pouvoir gérer les différents services que vous avez ou que vous souhaitez utiliser de façon beaucoup plus facile. À côté de ça, ça va vous aider également au développement de votre entreprise avec les rachats d'une autre organisation ou le déploiement d'une nouvelle filiale. Si demain, vous voulez attaquer le marché italien ou le marché allemand, il y a un certain nombre de réglementations à respecter. Par exemple, la réglementation sur la protection des données européennes qui s'applique dans le monde entier. Et du coup, cette réglementation, si vous y êtes déjà préparé aujourd'hui, attaquer les nouveaux marchés va être beaucoup plus simple. Cela va rendre disons, les rachats et les déploiements d'une filiale beaucoup plus fluides finalement. Et enfin, un dernier pan qui est un peu spécifique, on a l'exemple d'une entreprise qui a racheté, en l'occurrence, l'un de ses fournisseurs. Et ce fournisseur, pour être suffisamment sécurisé, a dû créer finalement tout un pan de son activité dédié à la sécurité. Au final, ce pan de son activité est devenu une offre à part entière et finalement a permis la diversification de son activité et finalement de proposer de nouveaux services. Donc la sécurité peut aussi finalement être une partie à part entière de vos activités. Voilà, je pense qu'on a vu un petit peu comment faire de la sécurité, ou en tout cas on a vu quelques piliers de la sécurité qui peuvent vous donner des avantages concurrentiels ou des avantages, différents avantages en tout cas. Maintenant, on va voir un petit peu plus précisément l'étude de cas pour un fabricant de dispositifs médicaux. Je vais laisser la parole à Jessica. Alors, l'entreprise en question, en quelques mots, c'est une grosse succursale de la sous-région et à travers tous les continents qui sont spécialisés dans la recherche et le développement de différents dispositifs médicaux. Ça va des injecteurs, des scanners, en passant par aussi des logiciels qui permettent de traiter les informations et les données à caractère personnel et de santé des patients, en passant par des liquides aussi, des médicaments qu'on injecte. Ils sont établis dans différentes villes en Suisse. Ils ont 2 succursales en Suisse. Ils ont des succursales à travers l'Europe. Ils ont une grande succursale aux États-Unis et au Japon. Ils visent plusieurs marchés. Leur plus grand marché actuel, c'est les États-Unis, mais ils visent à agrandir leur positionnement en Suisse, en Europe et dans le reste des continents. Et on a à peu près plus de 2000 employés à travers le monde dans cette entreprise.
Alors, quand on parle de dispositifs médicaux, il y a un contexte strict réglementaire à respecter. Par exemple, pour le marché américain, avant de pouvoir vendre des dispositifs médicaux, quelle que soit la provenance, quel que soit le fabricant, il faut que ces dispositifs soient accrédités par la FDA Guidance. Donc, c'est le Food and Drug Administration aux États-Unis qui donne son accréditation en disant oui, c'est conforme aux normes qu'on a et qu'on exige, et vous pouvez vendre le dispositif aux États-Unis. Il y a l'équivalent aussi pour l'Union européenne qui s'appelle le Medical Device Regulation. Et puis, il y a le Swissmedic aussi qui permet aussi, qui est l'autorité en Suisse qui permet d'accréditer les dispositifs médicaux. Lorsqu'on quitte ensuite les réglementations spécifiques aux dispositifs médicaux, il faut prendre en compte les réglementations qui sont liées aux données à caractère personnel et de santé. En Europe, vous savez tous qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, donc depuis 2018, on applique la RGPD qui prend en compte toutes les données à caractère personnel et qui a mis au plus haut niveau de sensibilité les données de santé. Donc, il y a plusieurs exemples par rapport à ça. On a en Suisse la loi sur les dossiers électroniques de patients aussi qui sont exigés pour les dispositifs médicaux. Aux États-Unis, on a la HIPAA aussi qui est l'organe régulateur et la loi relative aux données patients. Et enfin, il faut prendre en compte les réglementations qui parlent et qui régulent la cybersécurité des dispositifs médicaux. On a encore à ce niveau-là la FDA qui a une liste d'exigences. On a les réglementations internationales qui viennent des États-Unis qui sont basées sur l'ISO 27032 et celle qui a été sortie cette année qui est l'ISO 81001 par rapport aux dispositifs médicaux. Et on a les méthodologies internationales qu'on peut utiliser à appliquer à n'importe quelle organisation, n'importe quel produit dirigé vers la cybersécurité qui est le NIST. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que PwC a établi que pour avoir une entreprise performante, il faut vraiment s'axer sur 3 domaines principaux. Il faut s'axer sur la gouvernance, la gestion des risques et la conformité. C'est exactement la même chose quand vous voulez mettre en place de la sécurité de l'information, de la cybersécurité dans votre entreprise. Vous devez aligner la gouvernance de la cybersécurité et de la sécurité de l'information en général à la gouvernance que vous avez déjà dans l'entreprise. Donc, vous avez déjà forcément une stratégie, une gouvernance dans votre entreprise. Vous devez créer une gouvernance et une stratégie liée à la sécurité qui va soutenir ce que vous avez déjà dans l'entreprise. Dans le domaine des dispositifs médicaux, leurs objectifs principaux, c'est de faire en sorte que tous les dispositifs médicaux qu'ils sortent puissent être accrédités par les organismes, les autorités de cybersécurité et de protection des données dans les différents marchés. Donc ça, c'était l'objectif principal. Ensuite, il faut élaborer la stratégie. Comment est-ce qu'on y arrive? Il faut mettre en place le système de gouvernance, c'est-à-dire les processus et les différentes mesures et les activités autour. Il faut identifier les rôles et les responsabilités pour organiser la gouvernance à travers l'entreprise. Et puis, il faut s'assurer qu'on est tout le temps en train de réajuster la stratégie et la gouvernance. Ce qui est important de mettre en évidence ici, c'est que pour chacun des 3 domaines, il va y avoir l'aspect entreprise et l'aspect projet-produit. Donc, pour ces aspects-là, il va y avoir à chaque fois des activités liées à la gouvernance, à la gestion des risques et à la conformité. Nous y reviendrons en détail dans les prochaines slides. Il faut assurer la gestion des risques. La gestion des risques, c'est le classique. On a la méthodologie habituelle, identifier les risques, les évaluer, les apprécier en fonction de l'appétit de l'entreprise par rapport aux risques, faire un plan de traitement, définir qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme mesure et quel niveau de maturité on veut atteindre, identifier, accepter les risques résiduels tout en mettant en évidence comment est-ce qu'on les maîtrise s'ils devaient survenir, et puis enfin prendre la décision de savoir si malgré ces risques, on tente quand même de mettre sur le marché le dispositif médical en sachant que plus ou moins il va être accepté ou pas. Et la dernière partie, la conformité, s'assurer que on rentre complètement dans les attentes des clients, dans les attentes des exigences légales, réglementaires, que quand on a eu des audits et qu'on a identifié des actions à faire, qu'il faut les mettre en place, mettre des contrôles qui permettent toujours de suivre la performance et les activités de conformité, documenter, ne jamais oublier de documenter parce que tout ce qui n'est pas documenté n'existe pas et donc n'est pas une preuve de conformité. Préparer la gestion des incidents, préparer la communication et la sensibilisation aussi bien interne que externe et les relations avec les parties tierces, y compris les clients, donc dans notre cas les hôpitaux, les autorités des marchés, etc.
mettre en place la gouvernance pour un dispositif, pour une entreprise de dispositif médical. La première étape a été d'identifier toutes les exigences qui sont requises qui sont requises pour le dispositif. Le marché principal de notre client était l'Amérique, donc les États-Unis, plus particulièrement les États-Unis d'Amérique. Et c'est basé sur la FDA. La FDA, en termes de cybersécurité, préconise d'utiliser le framework du NIST, qui est composé de plus que 250 exigences. Ce qui est bien avec cette méthodologie, c'est que quand on prend cette méthodologie et qu'on la mappe avec les exigences de d'autres marchés à travers le monde, puisqu'on en a plus de 300 des exigences dans le NIST, on va forcément réussir à trouver une cohérence, un alignement entre les exigences qui sont présentées dans d'autres marchés, on va forcément les retrouver dans le NIST. Donc, le NIST, c'est vraiment le framework parfait pour pouvoir mapper dedans toutes les exigences à travers le monde et à travers les marchés pour les dispositifs médicaux. Ce qui aurait dû être fait dans l'entreprise, ce sont les 2 prochaines étapes que je vais vous expliquer, mais qui n'ont pas été faites parce que l'entreprise était vraiment focalisée sur le fait de rendre conformes leurs dispositifs médicaux pour pouvoir les vendre. C'était ça leur priorité. Sinon, il aurait fallu faire un audit d'évaluation de la maturité, de la sécurité de l'entreprise en plus des produits, identifier la maturité de la sécurité cible pour l'entreprise et les produits, et par rapport à ça, définir la capacité à atteindre cette maturité ciblée-là pour l'entreprise. Et en troisième lieu, publier des politiques liées à la cybersécurité. Quand on a défini une stratégie et qu'on sait comment on veut l'atteindre, il faut écrire les processus, il faut écrire les politiques, il faut écrire les procédures, et il faut que ce soit accessible à toutes les personnes qui sont concernées pour qu'elles puissent investir dans la mise en place de la cybersécurité dans l'entreprise. Au niveau de la gestion des risques, chaque produit a été obligé de passer ces différentes étapes. Il faut faire l'identification des vulnérabilités et des risques liés au produit. Et cette identification des risques et des vulnérabilités est basée sur une méthodologie de gestion des risques qui existe déjà dans l'entreprise. Il faut aligner les risques de la cybersécurité à la gestion des risques qui est déjà dans l'entreprise. Ensuite, il faut mettre en place un plan de traitement pour implémenter sur le dispositif médical les mesures de sécurité, que ce soit techniques ou que ce soit les mesures de sécurité de processus pour être en conformité et pour réduire les risques, pour mitiger les risques, pour les transférer ou pour pouvoir les partager. Ensuite, il faut pouvoir valider les systèmes qui vont permettre de mettre en place les différentes mesures, surtout techniques, les technologies qu'on va utiliser et les technologies qu'on va utiliser aussi pour tester que les mesures qu'on a implémentées répondent vraiment aux règles et aux exigences de conformité. C'est très important parce qu'il y a toujours la phase de test quand on crée un dispositif médical. Et il faut prouver que les tests ont été des succès. Et ensuite, il faut prendre la décision par rapport à l'identification des risques résiduels qu'on a sur le dispositif et qu'on n'a pas pu résoudre. Donc, c'est les risques résiduels, c'est les risques qu'on sait qu'ils existent, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas faire plus. Basé sur ces risques-là, il faut décider si on met quand même le produit en vente sur le marché, comment est-ce qu'on fait la notification aux autorités et aux clients par rapport à la situation et comment est-ce qu'on réajuste les stratégies commerciales par rapport à la décision qui a été prise de mettre le produit en vente ou pas. Le plus gros challenge qui s'est présenté au niveau de l'entreprise des dispositifs, c'est qu'ils avaient déjà en place un système de qualité qui était déjà implémenté, qui était composé, mais le système de qualité avait des processus de gestion des risques qui étaient liés à la sécurité physique des patients, donc la santé physique des patients. Donc ça, c'était le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est que les expressions utilisées dans la santé physique du patient, la sécurité physique du patient, sont totalement différentes de celles qu'on utilise pour la cybersécurité. Un exemple très simple, pour arriver à un risque patient, on va partir d'un phénomène dangereux qui va conduire à une situation dangereuse, qui va créer un dommage, avec une dangerosité plus ou moins élevée, donc le patient peut s'évanouir mais il se réveille ensuite, ou le patient peut mourir sur le coup, et ça va donner une valeur de risque que le dispositif médical peut affecter la santé du patient. Par contre, avec la cybersécurité, on va trouver une vulnérabilité sur le dispositif médical. Il faut que cette vulnérabilité soit exploitée par une menace pour que ça puisse entraîner un risque cybersécurité. Donc, vis-à-vis de ces deux définitions, il faut les mettre ensemble, il faut les aligner, il faut trouver un point commun et par rapport à ça, ressortir les identifications des différents risques.
Le troisième challenge, c'était que du coup, avec les expressions qui n'étaient pas les mêmes et du fait que la santé physique du patient était prioritaire, la cybersécurité n'était pas prise en compte dans le système de qualité et le système de gestion des risques de l'entreprise et qu'il fallait maintenant faire alors de mettre en avant les risques de cybersécurité et de protection des données qui sont liés à la sécurité physique du patient parce que c'est ça qui était la priorité et qui est la priorité pour l'entreprise en ce qui concerne les dispositifs médicaux. Et enfin, la dernière partie qui est prise en compte, c'est la conformité. Après avoir établi et identifié les exigences sur les différents marchés qu'on a mis en avant pour la gouvernance, il faut surveiller la mise en place des contrôles pour être conforme. Il faut établir des indicateurs de performance qui nous permettent de dire oui, nous allons dans le bon chemin, non, nous n'allons pas dans le bon chemin. Il faut réadapter la stratégie, il faut réadapter les mesures en place. Ensuite, il faut s'auto-évaluer continuellement pour s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on n'a rien omis. C'est une façon aussi de se mettre tout le temps à jour. Et par rapport à ça, on fait des audits internes de processus, de méthodologie. On fait aussi des contrôles plus techniques comme des tests de pénétration, etc. Il faut après bien prendre en compte la gestion des incidents parce que ça, c'est une exigence de conformité par rapport aux règles du dispositif médical. Il faut gérer les événements, il faut identifier les incidents de sécurité et répondre le plus vite possible et faire un plan de communication avec les clients, en l'occurrence les hôpitaux. Et la dernière partie, c'est la communication de crise. Communication de crise, c'est lorsque vous avez un dispositif médical qui tue un patient ou un dispositif médical qui a une vulnérabilité et qui fait entrer un ransomware dans un hôpital et qui bloque tout le système informationnel de l'hôpital et que là, on a beaucoup plus de morts. Il faut mettre en place une communication de crise avec les patients, donc les patients et les parents des patients qui sont affectés, avec les autorités et avec l'hôpital. C'est très important à monter. La cybersécurité ne s'arrêtera pas à la fin de la fabrication du produit. Il faut continuer à la suivre après la vente du produit. Donc, à partir du moment où ça se retrouve chez le client, donc à l'hôpital, il faut faire un suivi de la cybersécurité. Il faut s'assurer qu'on est toujours à la pointe de la technologie et à la pointe des processus et des exigences réglementaires en termes de sécurité, même chez le client. Il faut notifier continuellement les vulnérabilités ouvertes et les fuites de données aux autorités en place, parce que ça, c'est requis par la réglementation. Il faut suivre les responsabilités contractuelles entre les clients et le fabricant. Il faut que le client soit bien conscient que c'est lui qui est le propriétaire de la donnée du patient et que nous, en tant que fabricant, on va juste les traiter et que ce soit bien clair pour que quand il y a une situation juridique, chacun aura sa responsabilité vis-à-vis de l'incident légal. Il faut s'assurer que le dispositif médical puisse gérer les demandes liées au propriétaire des données. Le jour où un patient dit qu'il estime qu'il a fini d'avoir ce traitement dans l'hôpital et qu'il ne veut plus du tout avoir ces données dans le dispositif médical, on doit permettre à l'hôpital, par une option sur le dispositif médical, de supprimer toutes les données du patient dans le dispositif. Et enfin, il faut assurer la destruction et du dispositif médical physique numérique et des données des patients qui sont dedans jusqu'à la fin. Donc, la sécurité, c'est tout le long du cycle de vie du dispositif médical. Durant la procédure avec le client, il y a eu des résultats positifs et il y a des résultats qui sont moins bons. Alors, actuellement, les dispositifs médicaux sont de mieux en mieux protégés et de mieux en mieux conformes aux exigences sur les marchés qui se présentent. On a pu renforcer la compétitivité sur le marché des États-Unis parce que du coup, nos produits médicaux sont accrédités suivant les règles de cybersécurité de protection des données. Et du coup, on a tout de suite vu les résultats sur les ventes qu'a obtenu le client depuis qu'on a décidé de mettre en place ces aspects cybersécurité et le travail fait autour. Par contre, vu que le client est focalisé sur le fait de vendre ses dispositifs médicaux, il n'y a pas en place encore la stratégie et le système de gouvernance à proprement parler pour l'entreprise et à travers tous les produits. Donc, ça se fait vraiment par projet, au cas par cas avec les dispositifs médicaux. Donc, il faut refaire tout le travail pour chaque dispositif. Et l'impact sur la modification du système de qualité actuel de l'entreprise est vraiment très grand parce que du coup, il faut mettre en place des procédures, il faut mettre en place des politiques, mais il faut qu'elles restent alignées au système de qualité existant de l'entreprise. Les prochaines étapes, c'est de vraiment s'asseoir, de discuter sur la stratégie et de mettre en place la gouvernance
dans l'entreprise et qu'elle sera transversale avec les rôles et les responsabilités, et qu'il faut encore plus maîtriser les exigences parce que là, le client est en train de viser des marchés comme la Chine, la Corée, et ça, c'est encore d'autres exigences qui s'ajoutent et qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc merci Jessica. On va conclure maintenant. Donc, ce qu'on a vu, Jessica a présenté les challenges qu'elle a rencontrés au cours des dernières années, avec bien sûr un certain nombre d'étapes de la sécurité qui ont été repoussées, comme elle vient de l'expliquer, ou tout simplement pas réalisées. Également l'adaptation au business, enfin en tout cas à certains métiers, à certaines attentes clients et au processus de qualité interne. Par contre, on a vu aussi que ça a permis un certain nombre de bénéfices. Ça a permis l'amélioration des ventes et des parts de marché, comme Jessica l'a expliqué. Ça a permis, de manière générale, d'améliorer la sécurité de l'entreprise, des projets et de la culture interne. La culture interne de la sécurité, donc tout ce qui est sensibilisation. Au final, les personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui ont un lien avec l'entreprise sont beaucoup plus alertes et beaucoup plus sensibilisées à la sécurité. Et de façon plus large, l'amélioration de l'image et de la réputation de l'entreprise, ce qui permet aussi l'augmentation des ventes. Donc tous ces bénéfices montrent qu'en faisant de la sécurité un pilier de votre entreprise, vous pourrez en tirer un certain nombre d'avantages. Et on conclura avec cette phrase, oui, la sécurité est donc un avantage. Merci de votre attention. Nous espérons que notre présentation vous a plu et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Exactement. Merci à tous et à toutes et très bonne journée.